un plan fou. L'affaire Susan Bailey. La quête d'indépendance peut parfois éloigner de la famille. Une telle situation devient souvent décisive, particulièrement lorsque des personnes mal intentionnées apparaissent. L'histoire de Susan Morton, née le 20 février 1965 dans une petite ville du Minnesota, traite exactement de cela. Dans sa jeunesse, Susan se distinguait par son caractère vif et son ouverture d'esprit. Elle a grandi dans une grande famille avec 3 autres enfants, ce qui l'a aidée à développer ses compétences sociales. À l'école, elle s'est révélée être une élève capable, se distinguant par son tempérament calme et son sens des responsabilités, même pendant les années difficiles de l'adolescence. La famille a élevé Susan dans l'indépendance et le travail acharné. Après avoir obtenu son diplôme, elle s'est inscrite à l'université locale du Minnesota. Pour ne pas surcharger ses parents avec les frais de scolarité, elle a pris un emploi dans un magasin. La vie semblait s'améliorer, mais la jeune femme était déprimée par le temps maussade et le climat froid de son état natal. Elle rêvait de régions plus chaudes et décida de déménager après ses études. C'est ainsi que Susan est arrivée en Californie et a réalisé son rêve de longue date. Là-bas, elle a rapidement trouvé un travail dans le commerce et rencontré son futur mari. Le choix s'est porté sur Richard Bailey, militaire de profession. Un homme au caractère calme et réfléchi. Le mariage a eu lieu en mars 1988. La famille s'inquiétait du choix de leur fille en raison de la profession de Richard, mais ils ont accepté sa décision en voyant sa conviction. Dans les années qui ont suivi, le couple a souvent changé de résidence en raison du service militaire du mari. Pendant que son mari était occupé par le service, Susan passait la plupart de ses journées seule à la maison. Ce mode de vie ne la rendait pas heureuse, mais Richard a promis de quitter le service après l'expiration de son contrat. En 1990, il a tenu parole et la famille est retournée en Californie. Dans leur nouveau lieu de vie, sont arrivés les changements tant attendus. Le couple a eu une fille, Jennifer. 4 ans plus tard, la famille s'est agrandie avec l'arrivée du fils David. Les époux ont décidé de se concentrer sur leur développement professionnel pour subvenir aux besoins de la famille. Susan a particulièrement réussi. Elle s'est bien adaptée au secteur commercial et c'est rapidement devenue la principale source de revenus de la famille. La carrière de Richard a été moins réussie, c'est pourquoi les époux ont décidé d'échanger leur rôle. Il a pris en charge la gestion de la maison pendant qu'elle développait sa carrière. Son emploi dans une entreprise de vêtements a été particulièrement réussi. En 1997, Susan a été promue directrice principale pour 3 États, Texas, Louisiane et Oklahoma. L'offre était trop tentante pour être refusée. Cependant, le nouveau poste nécessitait un déménagement. C'est ainsi que la famille Bailey est arrivée au Texas. Ils ont choisi la petite ville de Roanoke comme lieu de résidence. En 2000, ils y ont acheté une maison spacieuse avec 4 chambres, un salon et une salle de jeu séparées. La ville était assez petite, environ 10 000 habitants. L'endroit semblait idéal pour une vie de famille de tranquille. Pendant qu'elle s'adaptait à son nouvel environnement, Susan s'est liée d'amitié avec ses voisines, Kim et Cheryl, qui avaient également des enfants d'âge scolaire. Toutes les 2 vivaient de l'autre côté de la rue, et bientôt les femmes passèrent souvent du temps ensemble. Les voisines se réunissaient souvent pour discuter des événements locaux. Il y avait cependant des sujets dont elles préféraient ne pas parler à Susan. La fille de Kim a avoué un jour à sa mère qu'après les visites de Jennifer, la fille de Susan, divers objets et de l'argent disparaissaient. La famille a conclu que Jennifer était liée à la disparition des objets et a dû lui interdire les visites. Kim a cependant décidé de ne rien dire à Susan, estimant qu'elle était déjà assez stressée par le travail et qu'il ne fallait pas lui causer de soucis supplémentaires. Progressivement, les relations entre les voisines sont devenues plus froides. Au même moment, David,
le fils de Suzanne, a commencé à avoir ses propres difficultés. Le garçon a développé des problèmes de santé qui nécessitaient un changement quotidien des draps. Pour Suzanne, cela est devenu une source de préoccupation constante. De plus, David avait des difficultés avec les cours et entrait souvent en conflit avec ses camarades de classe. La situation devenait de plus en plus difficile. La situation s'est particulièrement aggravée lorsque l'entreprise où travaillait Suzanne a fait faillite. La perte du poste bien rémunéré a durement affecté le budget familial. Heureusement, elle avait déjà une petite boutique de cosmétiques. Cependant, les revenus de la petite boutique ne pouvaient pas rivaliser avec son ancien salaire de cadre. Elle a dû accepter un poste de vendeuse dans un magasin de vêtements. Mais même là, le salaire était significativement plus bas. Pour joindre les deux bouts, elle a continué à développer son commerce de cosmétiques. Pendant cette période, Suzanne a appris à ne compter que sur elle-même. Son mari Richard n'a pas su faire face aux difficultés et n'a pas pu trouver un travail approprié pour soutenir la famille dans cette période difficile. En 2006, le mariage s'est définitivement brisé. Il est remarquable que Richard ait montré une passivité inhabituelle dans la procédure de divorce. Il n'a pas réclamé la garde des enfants ni le partage des biens, laissant tout à sa femme. Sans disputes inutiles, il est parti et a accepté de verser une pension alimentaire minimale pour les enfants. Ainsi, Suzanne Bailey s'est retrouvée seule face à des problèmes croissants. Elle se trouvait pour la première fois dans une situation qui lui semblait insoluble. Pour subvenir aux besoins de la famille et payer les factures à temps, elle a dû prendre 2 emplois. En conséquence, elle pouvait à peine s'occuper des enfants. La situation s'est particulièrement aggravée en 2008. Suzanne était rarement à la maison et les enfants se sentaient seuls. David a commencé à avoir des problèmes à l'école. Il manquait les cours et a commencé à s'automutiler, probablement pour attirer l'attention de sa mère. Jennifer essayait de s'occuper de son petit frère, mais ce rôle la pesait. Elle voulait passer son temps comme une élève normale, ce qu'elle mentionnait souvent. À cette époque, elle a rencontré Paul Hanson, qui était un peu plus jeune qu'elle. Paul vivait avec sa famille dans un parc de mobile home et avait un caractère instable. L'histoire du jeune homme a commencé dans une famille difficile. C'est peut-être précisément ces circonstances qui ont attiré l'attention de Jennifer. Elle était touchée par son passé compliqué. Cependant, son élu se distinguait par un comportement très inhabituel. Paul parlait de 2 personnalités en lui, l'une qu'il appelait par son nom, l'autre Talas. Selon ses dires, Talas était l'âme réincarnée d'un certain Paul Chai du XIXe siècle, qu'il considérait comme son côté sombre. Les camarades de classe remarquaient souvent Paul se parlant à lui-même ou conversant avec des interlocuteurs invisibles, parfois dans des langues que personne ne comprenait. Le jeune homme consacrait presque tout son temps aux jeux vidéo de fantasy. Malgré toutes ses particularités, Jennifer ressentait une affection sincère pour lui. Quand ils ont commencé à se fréquenter, elle expliquait toutes ses particularités par son imagination débordante. La famille a conclu que Jennifer était liée à la disparition des objets et a dû lui interdire les visites. Kim a cependant décidé de ne rien dire à Suzanne, estimant qu'elle était déjà assez stressée par le travail et qu'il ne fallait pas lui causer de soucis supplémentaires. Progressivement, les relations entre les voisines sont devenues plus froides. Au même moment, David, le fils de Suzanne, a commencé à avoir ses propres difficultés. Le garçon a développé des problèmes de santé qui nécessitaient un changement quotidien des draps. Pour Suzanne, cela est devenu une source de préoccupation constante. De plus, David avait des difficultés avec les cours et entrait souvent en conflit avec ses camarades de classe. La situation devenait de plus en plus difficile.
La situation s'est particulièrement aggravée lorsque l'entreprise où travaillait Suzanne a fait faillite. La perte du poste bien rémunéré a durement affecté le budget familial. Heureusement, elle avait déjà une petite boutique de cosmétiques. Cependant, les revenus de la petite boutique ne pouvaient pas rivaliser avec son ancien salaire de cadre. Elle a dû accepter un poste de vendeuse dans un magasin de vêtements. Mais même là, le salaire était significativement plus bas. Pour joindre les deux bouts, elle a continué à développer son commerce de cosmétiques. Pendant cette période, Suzanne a appris à ne compter que sur elle-même. Son mari Richard n'a pas su faire face aux difficultés et n'a pas pu trouver un travail approprié pour soutenir la famille dans cette période difficile. En 2006, le mariage s'est définitivement brisé. Il est remarquable que Richard ait montré une passivité inhabituelle dans la procédure de divorce. Il n'a pas réclamé la garde des enfants ni le partage des biens, laissant tout à sa femme. Sans disputes inutiles, il est parti et a accepté de verser une pension alimentaire minimale pour les enfants. Ainsi, Suzanne Bailey s'est retrouvée seule face à des problèmes croissants. Elle se trouvait pour la première fois dans une situation qui lui semblait insoluble. Pour subvenir aux besoins de la famille et payer les factures à temps, elle a dû prendre 2 emplois. En conséquence, elle pouvait à peine s'occuper des enfants. La situation s'est particulièrement aggravée en 2008. Suzanne était rarement à la maison et les enfants se sentaient seuls. David a commencé à avoir des problèmes à l'école. Il manquait les cours et a commencé à s'automutiler, probablement pour attirer l'attention de sa mère. Jennifer essayait de s'occuper de son petit frère, mais ce rôle la pesait. Elle voulait passer son temps comme une élève normale, ce qu'elle mentionnait souvent. À cette époque, elle a rencontré Paul Hanson, qui était un peu plus jeune qu'elle. Paul vivait avec sa famille dans un parc de mobile home et avait un caractère instable. L'histoire du jeune homme a commencé dans une famille difficile. C'est peut-être précisément ces circonstances qui ont attiré l'attention de Jennifer. Elle était touchée par son passé compliqué. Cependant, son élu se distinguait par un comportement très inhabituel. Paul parlait de 2 personnalités en lui, l'une qu'il appelait par son nom, l'autre Talas. Selon ses dires, Talas était l'âme réincarnée d'un certain Paul Chai du XIXe siècle, qu'il considérait comme son côté sombre. Les camarades de classe remarquaient souvent Paul se parlant à lui-même ou conversant avec des interlocuteurs invisibles, parfois dans des langues que personne ne comprenait. Le jeune homme consacrait presque tout son temps aux jeux vidéo de fantasy. Malgré toutes ses particularités, Jennifer ressentait une affection sincère pour lui. Quand ils ont commencé à se fréquenter, elle expliquait toutes ses particularités par son imagination débordante. Suzanne, troublée, a décidé de contacter le restaurant où sa fille s'était censée travailler. Elle voulait découvrir la raison du retard de salaire et d'éventuelles violations du droit du travail. Ce qu'elle a appris a été un choc pour elle. Jennifer n'était pas venue travailler depuis 1 mois et demi. Il est devenu clair que la fille l'avait trompée tout ce temps, passant du temps avec son petit ami au lieu de travailler. Les problèmes ont continué le lendemain, lorsque la police a contacté Suzanne directement au travail. Il s'est avéré que des voisins inquiets avaient signalé le comportement étrange de David, qui était resté sans surveillance à la maison. À ce moment, Suzanne a réalisé qu'elle perdait son influence sur ses enfants, mais la situation semblait sans issue. La nécessité de travailler constamment ne laissait pas de temps pour la famille. Fin septembre, la situation n'a fait qu'empirer. La relation avec sa fille devenait de plus en plus difficile. Jennifer insistait pour que son petit ami et mère Ellie emménagent chez eux, justifiant cela par l'inconfort des déplacements constants pour les rencontres. La mère a catégoriquement refusé, craignant que cela n'aggrave la situation avec le comportement des jeunes. En réponse, Jennifer a commencé à agir dans le dos de sa mère, profitant de son absence constante.
Elle a commencé à inviter secrètement Paul et Mary Lee dans la chambre d'amis où vivait autrefois le père. Suzanne ne soupçonnait même pas qu'il y avait des étrangers dans sa maison. Le groupe apparaissait dans la maison quand Suzanne était absente et se comportait comme s'ils étaient les maîtres des lieux. David était au courant, mais en accord avec sa sœur, il cachait les événements à sa mère et continuait à maintenir le contact avec les amis. Avec le temps, le mécontentement des jeunes envers la génération plus âgée, qui selon eux limitait leur liberté, grandissait. Ils étaient particulièrement dérangés par la désapprobation des relations des filles avec Paul. Peu à peu, ils ont développé un plan pour se débarrasser de tous ceux qui se tenaient sur le chemin de leur bonheur. La mère, Jennifer, Mary Lee et même les parents de Paul. Le groupe discutait avec ardeur différentes possibilités pour mettre en œuvre leur projet. Pour Suzanne, ils envisagèrent des variantes avec des comprimés broyés ou un accident dans la salle de bain. D'autres scénarios impliquant des équipements sportifs et des objets tranchants ont également été discutés. Paul avait l'intention de régler ses comptes avec son père et sa belle-mère au moyen d'une arme à feu, et Mary Lee prévoyait de s'introduire chez sa mère pendant la nuit. Après l'exécution du plan, il voulait donc prendre possession de la voiture de Suzanne, emporter toutes les économies des parents et s'enfuir au Canada. Le 22 septembre 2008, Amy a donné l'alerte. Sa fille Mary Lee n'était pas rentrée à la maison depuis plusieurs jours et ne répondait pas aux appels. Les amis de la jeune femme étaient également injoignables. Elle a parcouru la ville, distribué des affiches avec des photos de Mary Lee et s'est adressée aux autorités pour obtenir de l'aide. Bientôt, une patrouille a remarqué en périphérie de la ville une jeune personne qui errait sans but dans les rues. Les forces de l'ordre l'ont ramenée chez elle. Après son retour, Mary Lee a déclaré que la séparation d'avec Paul Hanson avait fortement affecté son état mental. Les représentants de la loi ont pu la convaincre de rester à la maison. La situation semblait s'améliorer. Le lendemain matin, cependant, le 23 septembre 2008, la mère de Mary Lee, Amy, s'est réveillée avec un mauvais pressentiment. Quand elle a ouvert les yeux, elle a vu sa fille debout au-dessus d'elle avec un grand couteau de cuisine. La femme s'est immédiatement levée, prête à se défendre, mais Mary Lee n'a pas fait d'autre mouvement. Au lieu de cela, elle a exigé les clés de la voiture pour aller chez les Bailey. Elle prévoyait de récupérer les autres pour une fuite au Canada. La mère lui a donné les clés, mais a pris des mesures pour empêcher la fuite. Dès que sa fille eut quitté la maison, Amy a contacté la police. Les agents de patrouille ont rapidement trouvé Mary Lee et l'ont emmenée dans un établissement spécialisé. Là, elle a partagé avec d'autres résidents des informations sur un plan précis concernant leurs parents, qui était sur le point d'être mis en œuvre. Ces paroles n'ont pas été prises au sérieux, ce qui s'est avéré être une erreur. Le plan de Paul Hanson ne s'est pas déroulé comme prévu. Après avoir attendu que son père et sa belle-mère quittent la caravane le matin, il s'est faufilé dans la chambre parentale et s'est emparé d'un revolver Ruger calibre 22. Il voulait attendre leur retour, mais les circonstances ont évolué différemment. Les adultes ont décidé de manière inattendue d'aller au cinéma et ont ensuite rendu visite à des amis où ils sont restés longtemps. Fatigué d'attendre, Paul est retourné chez Suzanne. Le même soir, Mary Lee a été libérée et renvoyée chez elle. Les parents de Paul ont également signalé la disparition de leur fils. Il ne restait plus que l'incident avec Suzanne Bailey. Le 23 septembre, David est allé à l'école avec un grand couteau. Quand cela a été découvert, l'administration a envoyé un avertissement à sa mère. Suzanne a accroché la lettre sur le réfrigérateur, mais à cause de son occupation, elle n'a pas pu s'occuper immédiatement de la situation. Le lendemain, un représentant des forces de l'ordre lui a rendu visite. Il a rapporté la recherche de Paul Hanson que d'autres personnes impliquées auraient pu voir dans sa maison.
Bien que la femme n'ait pas pu rencontrer Paul personnellement, elle a remarqué des signes de sa présence et soupçonnait des visites fréquentes du jeune homme. L'enquêteur a demandé la permission de parler à Jennifer et Suzanne a accepté. Jennifer semblait nerveuse, mais personne ne savait encore les plans des jeunes, donc la conversation ne portait que sur la possible localisation de Paul. Aux questions sur son petit ami, Jennifer a répondu qu'elle ne l'avait pas vu depuis samedi. L'enquêteur a essayé de lui parler en privé, mais Suzanne s'y est opposée. L'enquêteur soupçonnait que le jeune homme pourrait se cacher quelque part dans la maison. Il a demandé la permission de fouiller les lieux, mais la propriétaire a refusé en invoquant l'absence d'un mandat de perquisition. Le policier a dû partir sans résultat. La recherche s'est poursuivie et bientôt un autre agent de la loi est arrivé chez les Bailey. Il a partagé des informations importantes. Selon les données de la police, le recherché pourrait posséder un Ruger calibre 22 qui avait disparu de la caravane de son père. Quand Suzanne l'a appris, elle a accepté à contre-cœur la perquisition. Lors de l'inspection, des découvertes étranges ont été faites, notamment un grand couteau de cuisine sous un coussin du canapé dans le salon. Suzanne est devenue inquiète en se souvenant du goût inhabituel du pudding du matin. Le couteau n'appartenait pas à la famille Bailey, et la mère a accusé Jennifer de préparer une nouvelle fuite avec Paul. La jeune femme a essayé d'expliquer la présence du couteau en disant que son petit ami aurait pu l'oublier accidentellement lors d'une de ses visites. L'explication sonnait peu crédible. Sans attendre le départ de la police, une dispute a éclaté entre la mère et la fille. Suzanne a commencé à menacer d'envoyer sa fille chez son père ou ses grands-parents. Lors de la fouille de la chambre de Jennifer, des preuves ont été trouvées qu'elle se préparait à partir, des affaires emballées et, ce qui était particulièrement inquiétant, plusieurs couteaux. Les policiers ont fouillé la maison, mais n'ont pas trouvé l'arme de Paul Hanson et sont simplement repartis. Suzanne, remplie d'inquiétude, a commencé à fouiller les affaires de sa fille. Dans une des valises, elle a découvert de manière inattendue une boîte de cartouches. Inquiétée par cette découverte, la mère a elle-même appelé la police et demandé une fouille plus approfondie. Les policiers revenus ont emporté les munitions. Lors de la nouvelle fouille de la maison, ils n'ont pas trouvé d'armes à feu, mais ont découvert beaucoup de couteaux cachés. Dans la poubelle se trouvait un flacon vide d'antidépresseurs qui appartenait à Mary Lee White. Dans la famille Bailey, personne ne prenait de tels médicaments. Mais la police ne savait encore rien de cette jeune femme. Les forces de l'ordre n'ont pas accordé d'importance à ces détails suspects. Bientôt est arrivé le père de Paul, inquiet du sort de son fils. Après avoir pris ses affaires, tout le monde est rentré chez soi. Le jour suivant a été mouvementé. Susan a désespérément essayé d'améliorer la relation avec ses enfants, mais sans succès. Le 25 septembre, elle a travaillé comme d'habitude 2 services et est rentrée à la maison vers minuit. Pendant la journée, la mère a essayé de joindre ses enfants, mais ils ne répondaient ni aux appels, ni aux messages. Quand Suzanne est finalement arrivée à la maison, elle était inquiète que tout soit sombre. À l'intérieur, elle a vu le désordre habituel laissé par les enfants. Dans l'obscurité, elle laisse monter au premier étage et a remarqué le silence inquiétant. Alors que Suzanne était dans l'escalier, soudain quelqu'un l'a saisie par derrière et lui a pressé sur le visage un chiffon qui sentait les produits chimiques. En raison de la gravité de l'incident, le tribunal a traité le cas de David dans la catégorie des adultes. L'instant d'après, Jennifer, Paul et David ont émergé de l'obscurité. Ce qui s'est passé ensuite est arrivé très rapidement. En quelques minutes, un silence total régnait dans la pièce. Le plan a échoué et tous ont été arrêtés. Après avoir contacté la police du Texas, les autorités locales ont signalé la découverte. Les enquêteurs du Texas ont eu des soupçons en entendant cette histoire. Suzanne n'aurait jamais
Pendant l'enquête, Paul Hanson a désigné David comme la figure principale de l'affaire et a expliqué leur fuite par le désir de protéger le jeune homme de la justice. David lui-même a réagi aux questions des enquêteurs avec une gaieté inappropriée. Les enquêteurs ont été surpris par la réaction du jeune homme. Jennifer a accusé Paul de tout et a insisté sur son innocence et celle de son frère. Seule Mary Lee White a échappé à de sérieuses conséquences. Elle n'était pas dans la voiture et aucune preuve de sa participation n'a été trouvée. Les forces de l'ordre du district ont observé cette personne pendant longtemps. Elassa a été convoquée plusieurs fois pour des entretiens. Finalement, elle a confirmé les déclarations de ses connaissances concernant leur projet de nuire à leur famille. Elle a partagé des détails intéressants sur leur relation. Selon ses dires, un lien spécial s'est créé entre les trois, Paul, Jennifer et Mary Lee. Paul montrait simultanément de l'intérêt pour les deux jeunes femmes et assurait qu'il n'y avait rien de répréhensible à cela, puisque lui-même communiquait avec Jennifer et son second « moi » nommé Talos avec Mary Lee, ce qui ne constituait donc pas une infidélité. Il se livrait à des pratiques mystiques et réalisait des rituels avec du sang. Le plan de Jennifer consistait à éliminer les parents, déménager au Canada et y fonder leur propre communauté. Grâce à sa coopération avec les enquêteurs, Mary Lee a échappé à une inculpation. Sa mère en particulier a insisté sur ce point, car la fille n'avait rien entrepris contre elle. Mary Lee a dû témoigner au tribunal contre les autres membres du groupe. Sur la base de ces témoignages, l'accusation a établi que Jennifer avait tendu une embuscade à sa mère dans le couloir du 2e étage, tandis que Paul Hanson agissait par derrière. David était également impliqué dans l'incident. Malgré leur jeune âge, il a été décidé de juger Jennifer et Paul selon le droit des adultes. Ils ont été reconnus coupables et condamnés à 60 ans de prison chacun, avec possibilité de libération conditionnelle en 2038. Il a été reconnu coupable et condamné à 26 ans de prison. Il pourra sortir en 2034. Après ces événements, Mary Lee et sa mère ont décidé de commencer une nouvelle vie dans un autre État où elle a pris un nouveau nom. Il est à noter que Mary Lee White n'est pas le vrai nom de la jeune femme. Ces photos ne sont intentionnellement pas montrées au public pour garantir sa sécurité et un avenir tranquille.